Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la suite de cette émission qui reçoit aujourd'hui un acteur majeur du processus électoral en cours ici au Burkina Faso, d'où nous mettons en direct, et c'est avec Marie-Angèle que nous découvrons cet invité. Cet invité spécial est un candidat à l'élection présidentielle. Soyez le bienvenu sur ce plateau, Boucaré Ouedraogo. Bonsoir. Comment se déroule votre campagne électorale? Vous avez déjà commencé depuis quelques semaines. Vous avez été au contact des populations. Quel est l'aspect général qui se dégage par rapport à ce que vous avez prévu au départ et ce que vous avez vu dans la réalité sur le terrain? Je vous remercie de m'avoir accueilli sur votre plateau. Et c'est comme vous l'avez dit, ça fait quelques semaines que nous sommes en campagne. J'ai été en contact avec la population, mais j'avoue que je suis d'un côté content, mais d'un autre côté vraiment je suis triste. Parce que j'ai vu deux choses. Et la première, c'est celle qui me réconforte, c'est la volonté que cette population a pour un changement radical dans notre pays. Mais la seconde, elle est vraiment triste. C'est quand vous voyez par exemple un groupe d'étudiants pour lesquels vous vous battez, qui vous disent de les donner de l'argent pour qu'ils viennent s'asseoir et écouter votre discours ou écouter votre programme. Ça, c'est déplorable. C'est une mentalité que je ne pouvais pas imaginer rencontrer pendant ma campagne. Donc, pour remplir, recueillir et attirer les foules, vous rencontrez un certain nombre de difficultés à l'intérieur du pays ou dans la capitale? Parce que si des personnes vous demandent de payer pour qu'elles viennent, est-ce que cela sous-entend que vous ne fédérez pas assez? Non, moi je pense que dans l'ensemble, il y a des gens qui viennent, des citoyens, pour écouter délibérément. Mais cet aspect que je viens de vous signaler, même si elle est infime, ce n'est pas quand même une très bonne chose. Ça, il faut quand même le souligner. Et c'est très important. Parce que ce n'est pas... Les règles même de la démocratie ne fonctionnent pas comme ça. Il y a eu corruption des mentalités. C'est dangereux. Dans quelle planète nous nous trouvons? Payer de l'argent à des gens pour qu'ils viennent s'asseoir et t'écouter? Non. Mais par contre, beaucoup de citoyens arrêtent ma caravane quand je suis de passage d'une ville à une autre. Ça, c'est des citoyens que je respecte. Ils veulent parler au candidat, ils veulent écouter le candidat. Ils aspirent à un changement. Ça me donne chaud au cœur. Monsieur Ouedraogo, ces jeunes, à travers leur comportement, bien entendu déplorable, vous font passer un message, non? Un message qui montre l'état de pauvreté avancée dans lequel ils se trouvent. Et pour le candidat, ça doit vous interpeller à densifier ou à doser davantage votre projet de société et vos ambitions pour ces jeunes-là, non? Mais cela a été déjà dosé avant que je me présente. C'est pour eux que je me présente. Ce n'est pas pour moi. Moi, j'ai 56 ans aujourd'hui. J'ai fait toute ma vie. C'est pour ces enfants que je me bats. C'est pour ces sans-voix que je me bats. Mais quand tu te bats pour des gens, c'est vrai que vous parlez de la pauvreté. Mais ce n'est pas parce que nous sommes pauvres que nous devons nous comporter de cette façon. Non. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens. Ce n'est pas parce qu'ils ont de l'argent. Mais ils sont venus écouter mon message. Et ils ont adhéré. Vous le verrez le jour des élections, que j'aurai des voix. Ça veut dire que j'ai arrivé à passer le message à des personnes que je respecte. Mais quand des citoyens, des enfants, pour lesquels tu te bats, viennent te dire, si vous ne payez pas, nous ne viens pas écouter. Vous vous rendez compte du choc que ça peut faire? Mais quel est justement le message que vous leur adressez à ces jeunes? Mais je les ai lancé le message le même jour, dans le meeting. Je les ai dit, mais c'est grave ce que vous êtes en train de faire. C'est vrai qu'on les a habitués à ça. C'est pour vous dire qu'il y a des candidats qui se permettent de les donner de l'argent. C'est pour ça qu'ils me réclament aussi. Et je profite de votre plateau pour lancer un appel à ces candidats. Qu'est-ce que vous apprenez à nos enfants? C'est pas normal, c'est pas sérieux.
On part à une campagne électorale, on a son programme, on essaie de convaincre la population. Mais pourtant, vous avez tous signé un code de bonne conduite. Mais, madame, les codes de bonne conduite, je savais qu'elle va servir à rien. Parce que les hommes politiques, si vous voulez des gens qui ont des idées tordues, plus que ces gens, vous n'allez pas trouver. Parce que si je vous dis ça, je ne suis pas un homme politique. Je suis un opérateur économique. Et je sais que si je laisse ces enfants-là, ces femmes, ces sans-voix, avec ces hommes politiques-là, ils vont avoir tous des problèmes. C'est pour ça que je me suis battu. Et je ne me bats pour eux. Monsieur Ouédraogo, je cite une de vos phrases que vous avez prononcées lors d'une de vos sorties médiatiques. Je cite, c'est la soif de justice sociale et économique qui a motivé ma candidature. Parce que l'injustice se vit au quotidien au Burkina Faso sur tous les plans. Fin de citation. De face à ce constat-là, quelle est la résolution que vous avez prise pour dire plus rien ne sera comme avant? Je vous remercie. Et moi, j'ai mis en premier plan la justice. Et quand j'ai dit qu'il y avait de l'injustice et que j'ai une soif de justice sociale et économique, vous allez voir que dans ce pays-là, durant les 27 ans du règne de M. Blaise Compaoré, c'était l'injustice totale pour les sans-voix. Quand je dis les sans-voix, c'est les personnes les plus vulnérables. Vous savez, nous sommes en Afrique. Il y a, par exemple, je vous donne un exemple, des citoyens qui n'ont pas la capacité et les moyens de s'acheter une parcelle pour construire. Elles partent dans la périphérie de la ville. Elles y habitent. En attendant un jour où il y aurait un lotissement, pour au moins espérer avoir un petit lopin de terre. Bien sûr, l'espace où ils auront au moins un document. Alors, vous verrez que des gens vont faire 20 ans sur ces espaces-là où il n'y a pas d'eau, parce que ce n'est pas une zone habitée. La personne ferait 20 ans avec un espoir d'avoir une parcelle. Et au moment du lotissement, une personne vient le lendemain, il dit « je vais construire sur ton terrain » parce qu'il m'appartient maintenant. Tout simplement parce qu'un maire a vendu cette parcelle à quelqu'un d'autre, qui n'a jamais habité dans cette zone. Et cette personne qui avait 20 ans est obligée de se retirer. Il n'a que ses yeux pour pleurer. Mais qu'est-ce que vous proposez à ces personnes, justement, qui sont dans des situations précaires? Mais c'est pour eux que je me suis présenté et j'ai déjà mis tout de suite une commission pour recenser tous ceux qui ont été brimés. Et j'ai déjà pris des avocats pour eux, parce qu'ils n'ont pas les moyens de prendre des avocats. Je les ai déjà donné des avocats. Parce qu'ils reçoivent toujours des documents d'expulsion juridique. Ils ne savent pas à quel sens se vouer. Mais c'est des citoyens burkinabés comme tout le monde. C'est ça l'injustice. En tout cas, proposition assez originale, il faut le saluer. Mais vous êtes, pour la gouverne de nos téléspectateurs, vous êtes opérateur économique, vous êtes beaucoup plus dans l'immobilier. Et vous avez comme projet de société, entre autres choses, de construire 500 000 logements sociaux dans les grandes villes du Burkina Faso. Comment est-ce que vous allez vous y prendre? Vous savez, la question du logement est très importante dans notre pays. Le gouvernement passé a lancé une construction de 10 000 logements. Ça fait bientôt plus de 5 ans, ou même plus. Mais la situation est catastrophique. Ils ont pu faire quoi? Quelques maisons qu'ils ont pu faire. Et dans quel état? Mais pour faire des logements sociaux. Ces logements sont des logements que nous allons vendre. Avec les fonctionnaires, vous avez tous les corps, la police, la gendarmerie, les militaires, ils ont besoin d'appartements. Les fonctionnaires, les jeunes qui viennent de finir, ils ont besoin d'appartements. Mais c'est des appartements qu'on va faire, parce que vous savez que dans le système de l'immobilier, c'est un financement à long terme. Et tous ces mécanismes sont là. Nous avons la Banque de l'Habitat qui est là. C'est son rôle d'accompagner. Mais aujourd'hui, on a quoi? Rien n'est fait. Rien n'est fait, vous proposez 1 million d'emplois
1 million d'emplois au profit des jeunes d'ici 2020. Comment, en 5 ans, vous comptez créer 1 million d'emplois et construire 500 000 logements sociaux simultanément? N'est-on pas dans la démagogie? Mais vous savez qu'un gouvernement n'est pas un tout. Il y a le ministère en charge de la construction et il y a le ministère en charge de l'économie. Chaque ministre va faire son travail. Donc, si vous le voyez de cette façon, c'est comme si c'était un seul ministère qui doit s'occuper de ça. Pas du tout, mais vous serez à la tête de l'État si vous êtes élu. Comment vous comptez amorcer 1 million d'emplois créés pour les jeunes, hein, juste pour les jeunes, en 5 ans? Je veux vous dire, vous savez que notre pays est un premier producteur de coton en Afrique. Ça veut dire que nous avons des milliers de tonnes de coton. Mais qu'est-ce que nous faisons avec ce coton? On l'exporte, on la vend à l'état brut. Moi, j'ai décidé, j'ai déjà pris des contacts avec des firmes qui vont venir mettre des usines, si je suis élu, pour transformer ce coton au Burkina Faso. J'ai visité des usines pareilles. Vous savez, je suis un opérateur économique. Je voyage un peu partout dans le monde. Il y a des usines qui emploient 5 000 personnes, 10 000 personnes. Même si une usine emploie 5 000 personnes, combien d'usines faudrait-il pour créer 1 million d'emplois? Je n'ai pas fini, madame. En dehors du coton, nous avons le granit. On n'a pas commencé à transformer le granit dans notre pays. Nous allons mettre des industries pour transformer le granit en carreaux. Le granit coûte plus cher que l'or. Elle coûte 50 000 francs le mètre carré. Tout ça réuni, on a déjà un potentiel. Loin de l'objectif. Et ensuite, j'ai décidé que nous allons développer le rail, le chemin de fer. Vous savez, pendant la Révolution, on a appelé ce que vous avez tous entendu la bataille du rail. Vous savez tous que tous les grands pays qui sont industrialisés, développés, ils ont commencé par ça. Le chemin de fer est très important pour le développement d'un pays. Et moi, j'ai décidé qu'on va engager la bataille du rail. Et là aussi, ce sont nos jeunes qui vont travailler dedans. Monsieur Ouédraogo, un point qui vous tient particulièrement à cœur, c'est l'élaboration d'une politique de baisse de prix des denrées de première nécessité. Ça répond à quelle politique concrètement? Comment est-ce que vous allez vous y prendre? Vous allez décréter un jour seulement en disant, bon, voilà ce que ça coûtait, le sac de riz, à partir de ce moment-là. Vous allez subventionner ou bien comment est-ce que vous allez vous y prendre concrètement? Vous savez, en matière de baisse des coûts des denrées de première nécessité, surtout comme le riz, vous savez, sur un opérateur économique, il n'y a pas une grande marge bénéficiaire sur le riz. Tout ce que nous pouvons faire, c'est d'essayer de subventionner un tant soit peu les denrées de première nécessité. Pourquoi je veux ça? Vous savez que nos salaires sont très bas. D'ailleurs, j'ai décidé qu'il faut qu'on revoie le SMIC qui est à 34 000 francs actuellement dans notre pays. Vous savez qu'avec 34 000 francs, qu'est-ce qu'un citoyen peut faire pour vivre avec? Ce n'est pas possible. Et vous comptez subventionner aussi 60% des médicaments pour rejoindre justement la question de Babylas. Donc subventionner les denrées alimentaires et également subventionner les médicaments qui sont importés. Les médicaments qui sont importés, vous savez, dans le lot des médicaments, il y a des médicaments qui sont chers à l'achat. Et ces médicaments sont ciblés. Sinon, il y a d'autres médicaments, on n'a pas besoin de subventionner puisqu'ils ne coûtent rien. Mais il y a des médicaments, par exemple, des gens qui doivent les prendre à vie et qui coûtent cher. Il faut les aider. Et j'ai même, si vous regardez dans mon programme, nous allons voir pour qu'au niveau de la pharmacie, qu'on puisse vendre le médicament en fonction de la prescription du médecin. Ça veut dire quoi? On peut vous prescrire un médicament, par exemple actuellement. Vous arrivez, vous payez la boîte, alors que vous avez besoin peut-être de 10 comprimés, alors que dans la boîte, il y a 40. Et vous êtes obligé de payer les 40. C'est difficile pour des gens qui n'ont pas de salaire très élevé. Donc nous allons autoriser aux pharmaciens de pouvoir vendre ce médicament en fonction de la prescription du médecin. Donc de sorte, la personne paierait les 10 comprimés qui nécessitent son traitement, au lieu de payer la boîte
ou peut-être ne pas pouvoir même payer toute la boîte. C'est ça aussi le problème. La mécanisation de l'agriculture vous tient particulièrement à cœur et vous avez même décidé d'y créer un fonds spécial pour soutenir cette mécanisation. Le fonds serait doté d'un montant de combien à peu près? Je n'ai pas donné de chiffres pour la simple raison que la volonté y est. On va le faire. Mais vous savez que je ne suis pas au commande. Il faudrait que je fasse l'état des lieux pour pouvoir donner un montant alloué à cette mécanisation. Et ça, je vais le faire. Ce n'est pas de la démagogie que je suis en train de faire. Avant de vous donner la parole pour que vous regardiez cette caméra pour adresser le message de votre choix à ces téléspectateurs et à ces électeurs qui nous suivent, je voudrais que vous nous disiez un peu votre recette sur la réconciliation. Il faut réconcilier. Très très rapidement, comment est-ce que vous allez faire pour réconcilier les Burkinabés avec eux-mêmes? Mais la recette, elle est, à mon sens, elle est unique et simple. C'est la justice. Il faut la justice sociale et économique. Si nous arrivons à rétablir la justice, que la justice fonctionne et qu'on regarde tous les dossiers pendant et qu'on les juge, ensuite, vous verrez qu'il y aurait la paix. Parce que sans justice, il n'y a pas de paix. C'est obligatoire. Ce n'est pas parce que c'est au Burkina. Dans n'importe quel pays du monde, si vous sautez l'étape de la justice pour aller à une réconciliation, vous allez échouer. Parce qu'on ne peut pas délibérément, par exemple, aller tuer l'enfant de quelqu'un et venir dire « asseyez-vous, on laisse tomber ». Et qu'est-ce que cette justice va viser en premier lieu? Mais c'est les crimes de sang et les crimes économiques. C'est tout à fait logique. Vous savez très bien que le régime passé ne savait faire que des crimes économiques et des crimes de sang. C'est des détournements à ne pas finir. Vous pensez qu'on peut laisser ça comme s'il n'y avait rien et dire on va à la réconciliation? Mais celui qui vous dit ça, il n'a pas dit la vérité parce que les Burkinabés ne sont pas prêts à aller à ça. Monsieur Ouédraogo, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je voudrais que vous regardiez cette caméra et que vous adressiez le message de votre choix aux téléspectateurs, à ceux-là qui iront voter surtout le dimanche 29 novembre prochain et qui vous leur disiez pourquoi ils devraient voter pour vous et non pas pour les 13 autres candidats. Mais je pense qu'ils doivent voter pour moi parce que je suis une personne qui n'a jamais été corrompue dans sa vie, qui n'a jamais corrompu une personne, qui aime la justice, l'équité, qui s'est toujours battu pour les autres. Je vous rappelle que je suis un syndicaliste. J'étais président du syndicat national des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics. Cela veut dire que j'aime la justice. Et je pense que la situation actuelle de notre pays doit interpeller tous les Burkinabés à voter Boukari Ouédraogo. Parce que je n'ai jamais géré la chose publique. Je suis dans le privé. Et en plus, ce que je voudrais leur dire, c'est de savoir qu'un homme qui a déjà été corrompu une fois dans sa vie ne peut pas lutter contre la corruption. Merci beaucoup, M. Boukari Ouédraogo. Marie-Angèle, le temps de dire bon vent à notre invité. Oui, on rappelle donc, Boukari Ouédraogo, que vous êtes l'un des 14 candidats à l'élection présidentielle du 29 novembre prochain. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, nous avons eu du plaisir à passer ces instants avec vous. Marie-Angèle, demain, on sera encore sur ce plateau, mais de quoi allons-nous parler? Le prochain débat sera axé autour de l'enseignement et de la lutte contre le chômage au Burkina Faso avec de nouveaux invités sur ce plateau. Nous allons partir céder notre fauteuil à Thierry Ngongan pour le débriefing des experts, car ce que vous avez dit sur ce plateau, ce que vos prédécesseurs ont dit également, sera décrypté, analysé par des personnes issues de la société civile, notamment du Burkina Faso. Monsieur Boukari Ouédraogo, on se retrouve au soir du 29 novembre pour pouvoir évaluer comment ça a été. Ainsi se referme cette émission, chers téléspectateurs. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Ne partez surtout pas, Thierry Ngonga vous attend et sera vous tenir compagnie encore tout à l'heure. Ne partez surtout pas, on vous laisse en compagnie des programmes d'Africa 24. À très bientôt.